Parlons de liberté. La notion peut prendre plusieurs sens. Ici, j'aimerais en distinguer trois. Premièrement, la liberté politique. Deuxièmement, le libre arbitre, qui rejoint la notion de liberté naturelle, qu'on retrouve par exemple chez le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Et troisièmement, la liberté philosophique. Bon, à la base, c'est sans doute légitime de dire qu'être libre, c'est pouvoir choisir. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais choisir dans quel sens? Faire ce qu'on veut par opposition à quoi, précisément? Récemment, dans mes classes, alors que je donnais mon cours éthique et politique, j'ai voulu amener les étudiants à comprendre ces trois différents sens que prend le mot liberté. Alors, j'ai d'abord attiré leur attention sur le fait que j'étais présentée d'une manière assez comparable à ce que vous voyez en ce moment. Bon, vous le voyez pas, mais je suis en jupe, je suis maquillée, j'ai un accessoire dans les cheveux, je porte un décolleté, etc. Alors, je leur ai demandé si, selon eux, j'étais libre de me présenter comme ça devant eux. Et dans toutes les classes, la première réponse que j'ai eue a ressemblé à peu près à « bien oui, parce que personne ne vous en a empêché ». Ah ah! Ça rejoint la liberté politique. On ne me contraint pas à me présenter autrement que comme ça. Et on ne pourrait pas le faire. Aucun représentant de l'État, que ce soit la police, un tribunal ou autre, n'a le pouvoir de m'empêcher de me maquiller, de me coiffer comme je veux, de mettre des fleurs ou d'autres accessoires dans mes cheveux, de m'habiller d'une manière féminine. Bref, la liberté politique dont je parle ici, elle se comprend par opposition à la contrainte. La liberté politique, c'est ce qu'on peut faire sans qu'autrui ne nous contraigne à faire autrement. Cependant, j'ai ensuite soulevé la question suivante. Est-ce qu'un homme aurait la même liberté que moi de se présenter comme ça? Mais si on s'en tient à la liberté politique telle que je viens de la définir, sans contredit, la réponse est oui. Si un homme voulait se présenter comme j'ai l'habitude de me présenter, c'est-à-dire se maquiller, se coiffer comme moi, porter des jupes, des hauts décolletés, etc., aucune loi ne lui interdirait de le faire. On ne pourrait pas le contraindre à agir autrement. En est-on bien certain? Il n'est pas clair qu'un homme n'est pas contraint d'une autre façon, d'une façon moins formelle, de ne pas se présenter comme moi. Il semblerait légitime d'affirmer que les attentes sociales, les éventuelles pressions sociales, sont une forme de contrainte, même si elles ne sont pas validées par les lois, même si elles ne sont pas appliquées par les institutions de l'État. Alors, entre autres, si un homme craint que les autres se moquent de lui, s'il se maquille comme moi, qu'il se coiffe comme moi, même à supposer qu'il ait envie de le faire, peut-être qu'il se sent contraint de ne pas le faire. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en dire des attentes sociales, des normes qu'on se fait inculquer par son environnement social? On peut sans doute considérer que ma façon de m'habiller, de me présenter, c'est conforme aux normes de féminité de la culture dans laquelle je vis, dans laquelle j'ai été socialisée. Est-ce que les femmes sont contraintes par la société de se conformer à ces normes-là de féminité? Est-ce que je crains des jugements négatifs de la part des autres si j'adopte un habillement moins féminin, voire si j'adopte
une présentation socialement considérée comme masculine, je sais pas moi, la tête rasée. Ben, en ce qui me concerne personnellement, je peux dire en toute sincérité que je ne me sens pas contrainte de me présenter de cette façon-là. C'est comme ça que j'ai envie de me présenter. J'aime le maquillage, j'aime les accessoires pour les cheveux, j'aime porter des jupes. Mais si je soulevais la question suivante, si j'avais été un homme, est-ce que j'aurais eu envie de m'habiller de cette façon-là aussi? Et si j'avais été une femme, mais que j'avais vécu dans un environnement culturel différent, dans lequel les vêtements féminins sont différents de ce qu'ils sont au Québec ou plus largement en Occident, est-ce que je me serais habillée de la même façon? Bon, bien entendu, on ne peut pas répondre non avec certitude, mais on doit au moins admettre qu'il y a lieu d'en douter. Si j'avais été socialisée autrement, mes préférences vestimentaires seraient probablement différentes. Et il est plus que probable que j'aurais été socialisée autrement si j'avais été un homme. Et il est aussi plus que probable que j'aurais été socialisée autrement si j'avais vécu dans un autre environnement culturel. Bref, même si j'ai envie de m'habiller comme je fais, que je ne le ressens pas comme une contrainte, on peut douter qu'il s'agisse d'un acte de libre arbitre de ma part. Le libre arbitre, ce serait la capacité d'un humain de s'affranchir du déterminisme. Le déterminisme, ce sont les différents facteurs qui influencent, qui causent les traits d'un humain. Et ces facteurs-là, ils peuvent être génétiques ou environnementaux. Et chez l'humain, les influences de l'environnement social sont d'une grande importance. Alors, pour illustrer un peu ce qu'est le déterminisme, si vous m'écoutez parler et que vous écoutez parler, admettons, Richard Martineau, vous allez remarquer une différence notable. Sa voix est plus grave que la mienne. Je n'ai pas choisi d'avoir la voix plus aiguë que la sienne, c'est-à-dire donc je ne suis pas libre d'avoir une voix plus aiguë, je suis déterminée à avoir la voix plus aiguë que Richard Martineau. Ça n'a rien à voir avec l'environnement social, ça c'est génétique. Les hommes ont la voix plus grave que les femmes en raison de facteurs biologiques. Par contre, on peut remarquer qu'ils parlent la même langue que moi, et à peu près avec le même accent, parce qu'on vient de la même culture. Si vous écoutez parler, disons, l'actrice Maggie Smith, là aussi, il y a une différence notable entre elle et moi. Elle ne parle pas la même langue que moi. Ça vient de l'environnement social en l'occurrence. Maggie Smith parle anglais parce qu'elle est britannique. Je parle français parce que je suis québécoise. Si j'avais grandi au Royaume-Uni comme elle, ma langue maternelle serait l'anglais et non le français. Mais notez que c'est vraiment un déterminisme. Ce n'est pas parce que c'est social que ça a été choisi. J'aurais eu une autre langue maternelle si j'avais grandi dans un autre pays, mais il reste qu'on ne choisit pas sa langue maternelle. Et tenez, même si je suis capable de parler anglais, quand je le fais, j'ai un accent. Je ne suis pas capable de parler exactement comme Maggie Smith, dont la langue maternelle et la langue d'usage, c'est l'anglais. Alors bref, on n'a pas choisi quelque chose, un trait, un comportement, si on a été déterminé à l'avoir. Et c'est vrai aussi bien si on est déterminé biologiquement que si on est déterminé culturellement. Et bon, la plupart de nos traits ou comportements résultent de la combinaison de ces deux types de déterminisme-là. Tout ça pour en revenir à l'idée de libre arbitre. Même si j'ai envie de m'habiller comme je fais, on peut douter qu'il y ait là un acte de libre arbitre. J'ai vraisemblablement été déterminée à avoir les préférences vestimentaires que j'ai.
Est-il possible à un être humain de s'affranchir de ses déterminismes? Ce n'est pas le sujet de la présente capsule, alors je me contenterai de dire qu'il y a des bonnes raisons d'en douter, mais admettre l'inexistence du libre arbitre, ça met à mal une certaine conception de la morale et du sens moral qu'on peut notamment attribuer au philosophe Kant. La capacité de l'humain d'agir moralement, est-ce que ça ne vient pas de sa capacité à passer par-dessus ses préférences, ses inclinations, ses sentiments pour suivre des règles? Et c'est ici que la notion de volonté entre en jeu. La volonté, ce n'est pas la même chose que le désir. Vouloir n'est pas la même chose que désirer. À première vue, la distinction que je fais ici peut avoir l'air d'un caprice de prof de philo qui s'enferme dans le jargon de sa discipline. Mais si on y pense, la distinction existe bel et bien dans le langage ordinaire. Pensez au contexte où on dit de quelqu'un qu'il a de la volonté. Tenez, disons que vous désirez manger du gâteau au chocolat pour déjeuner, mais vous vous faites la réflexion que ce n'est pas nutritif, et malgré votre envie de gâteau au chocolat, vous avez la volonté qu'il faut pour manger plutôt du gruau avec un fruit. Vous voyez, la volonté a un aspect rationnel qui fait défaut au désir. Le désir, il est affectif. Et de fait, on peut donner partiellement raison au philosophe Kant et maintenir le lien entre la liberté, la capacité d'avoir une volonté et la capacité morale, même si on ne croit pas au libre arbitre. Agir moralement, suivre les règles malgré la tentation qu'on peut avoir de les enfreindre, on en a la volonté parce que l'usage de la rationalité nous permet de vouloir adopter des règles de conduite. Et ça comprend les règles morales. Ce qui m'amène à la notion de liberté philosophique. La liberté philosophique, c'est quand on fait non pas ce que l'on désire, mais ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on agit en comprenant pourquoi on agit de cette manière-là. On agit suite à un raisonnement, après avoir fait usage de la rationalité. On suit des règles en ayant conscience que l'on veut soi-même que ces règles-là s'appliquent parce qu'on en comprend la raison d'être. On développe un sens moral quand on devient autonome. C'est-à-dire quand on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre nous dise ce qu'on doit faire parce qu'on se figure tout seul ce qu'on doit faire. Pas parce qu'on se souvient que quelqu'un en position d'autorité nous a dit qu'on devait faire ceci ou cela. Non, parce qu'on comprend pourquoi on doit le faire. Petit exemple anecdotique pour illustrer. J'ai déjà travaillé dans une boutique de vêtements de maternité, puis une fois, il y avait une petite fille qui courait partout dans le magasin, complètement indifférente à sa mère qui lui répétait d'arrêter de courir. Alors la petite fille, manifestement, désirait courir. Et croyez-moi, sa mère parlait assez fort. Forcément, la petite fille avait entendu l'autorité édicter une règle à l'effet qu'on ne doit pas courir. Mais elle y était indifférente. Je me suis approchée de la fillette. Je lui ai expliqué que les dames qui magasinent ici, elles ont un bébé dans leur ventre et si on court, on risque d'avoir un accident et de faire du mal au bébé d'une dame. Quand j'ai dit ça à la petite fille, son visage a changé. Il s'est éclairé comme celui de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose. Là, elle s'est arrêtée de courir. Elle ne voulait plus courir. Elle avait probablement le même désir de jouer qu'une seconde auparavant.
mais elle venait de s'approprier la règle « on ne doit pas courir » parce qu'elle en avait compris la raison d'être. Bref, être libre, autonome, faire un acte de liberté philosophique, ça ne veut pas dire faire ce qui nous tente sans aucune règle. C'est faire ce qu'on veut, oui, mais faire ce qu'on veut en tant qu'être rationnel, qui comprend la raison d'être des règles, qui choisirait lui-même que ces règles-là s'appliquent, puisqu'il comprend leur importance, puisqu'il comprend pourquoi il a intérêt, pourquoi nous avons tous intérêt à ce qu'elles s'appliquent. Pour résumer, la liberté politique se comprend par opposition à la contrainte imposée par les lois et les institutions. Le libre arbitre serait la capacité de s'affranchir des déterminismes. Mais on peut admettre l'existence de la liberté philosophique sans croire au libre arbitre, c'est-à-dire que l'on peut prêter à l'être humain la capacité d'intégrer les règles morales de façon rationnelle, de les vouloir dans la mesure où il comprend leur raison d'être. J'en viens à la relation entre liberté politique et liberté philosophique. La liberté philosophique, ça suppose d'établir des conditions qui permettent à chacun d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. Prendre connaissance d'une diversité de possibilités, acquérir des savoir-faire, des connaissances théoriques, ça permet à chacun d'entre nous de prendre des décisions en pouvant prévoir les implications de ces décisions, en sachant pourquoi on prend les décisions qu'on prend. La liberté philosophique, ça implique aussi la liberté politique, c'est-à-dire de laisser quelqu'un choisir d'agir, laisser quelqu'un agir à sa guise, dans les limites imposées par la liberté et les droits des autres. Donc, la liberté philosophique implique de ne pas contraindre quelqu'un à agir autrement qu'à sa guise s'il ne brime pas les droits des autres. Et ce, paradoxalement, même si on a des bonnes raisons de douter qu'il agisse librement au sens philosophique. Même si on est certain que quelqu'un agit d'une manière parce qu'il est sous l'influence d'autres personnes, que ce soit l'influence d'une religion, d'un groupe de pairs, d'une personne en autorité formelle ou informelle, pression sociale, une mode, quelqu'un de populaire dans les médias, etc. Même si on est convaincu que la personne n'agit pas par liberté philosophique, mais en faisant ce qu'on lui dit de faire, la solution n'est pas de le contraindre à agir autrement qu'à sa guise. La liberté philosophique, on peut rassembler des conditions pour la favoriser. Et dans un État libéral, un État de droit, on doit rassembler des conditions pour favoriser la liberté philosophique, notamment en ayant un système d'instruction publique, mais on peut seulement rassembler des conditions pour favoriser la liberté philosophique. On ne peut pas imposer la liberté philosophique à quelqu'un. Tenez, admettons qu'on soit convaincu que je m'habille de façon féminine parce que j'obéis au code de féminité de mon environnement social, que je ne choisis pas de me maquiller. Je me maquille parce qu'autrui m'influence pour que je le fasse, parce que je suis bêtement les normes de féminité de ma culture. Ben, si on voulait m'en libérer en m'imposant par la contrainte d'arrêter de me maquiller, par exemple, bien, à ce moment-là, je m'abstiendrais de me maquiller, mais pas parce que je fais un choix en ne me laissant pas influencer par la société qui incite les femmes à se maquiller. Je m'abstiendrais de me maquiller parce qu'on me contraindrait de ne pas me maquiller. Alors, ce ne serait pas davantage un acte de liberté philosophique. Ici, on pourrait soulever la question de s'il existe des décisions humaines qui sont libres au sens de ne pas être influencées par autrui.
Pour ma part, non seulement je ne crois pas que ça existe, mais je ne saisis pas non plus pourquoi on devrait avoir pour objectif de prendre des décisions qui ne sont pas influencées par les autres. Mais c'est une autre question qui sera peut-être pour une autre capsule.